Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, la journée d'hier a été dédiée à Madagascar dans le cadre du COP28 qui se tient actuellement à Dubaï. Il y a eu un partage d'expériences entre les Malagasy et les acteurs du climat d'autres nationalités liés à la lutte contre le changement climatique, mettant en avant les progrès réalisés par Madagascar dans cette cause. Les détails avec Miarvou Latsfiran. C'est une première depuis l'existence du COP qu'il y a un pavillon dédié à Madagascar. Le leadership du président Andjrazouel, après le COP27 qui s'est tenu en Égypte, est à l'origine de cette initiative de créer un lieu privilégié où se rassemblent les Malgaches, du privé ainsi que du public. La création de ce pavillon de Madagascar a été réalisée en collaboration avec le système des Nations Unies. Pour ne pas être répétitif avec ce que j'avais dit hier, je voulais notamment réitérer ici que ce fut le résultat d'un travail absolument collectif de toutes les parties prenantes, bien évidemment des ministères concernés, puisque nous savons que le secteur de l'environnement, le changement climatique est absolument une thématique qui est transversale. Bien évidemment, nous avons eu l'appui du secteur privé, nous avons eu l'appui aussi de la société civile, l'appui des jeunes. Cette année, nous avons voulu, à travers ce pavillon Madagascar, dire que nous sommes unis. Et j'étais en train de dire tout à l'heure que pour la première fois, en tout cas depuis l'année dernière, mais cette année encore plus, nous avons accrédité le maximum de personnes pour pouvoir assister à cette COP28. Cela montre notre volonté, en tout cas le gouvernement malagasy, à rester ouvert dans cette lutte commune que nous avons pour le combat climatique. Et c'est une lutte que nous ne pouvons pas faire seuls en tant que gouvernement. Nous avons absolument besoin, bien évidemment, de l'aide de tous. Et je pense que nous l'avons absolument démontré depuis le début de la COP28 à travers cette union entre Malagasy que nous avons eue et cette union aussi que nous avons eue avec les partenaires qui ont toujours été là pour appuyer lors de nos sollicitations. Lors des précédentes COP, les différents secteurs ont fait des propositions. Néanmoins, les financements reçus n'ont pas été à la hauteur des attentes. Depuis le début de l'existence de ce pavillon, les travaux sont coordonnés afin que tous les acteurs collaborent dans la lutte commune contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Nous aurons, je pense, dans les jours à venir, l'aboutissement de certaines négociations bilatérales que nous pourrions annoncer avec fierté, que ce soit du point de vue financier ou du point de vue convention, que toutes les parties prenantes sont en train aujourd'hui de finaliser, en tout cas du côté gouvernement malagasy. Et cela a été possible parce que grâce à ce pavillon aussi, nous avons eu une meilleure visibilité ici à Dubaï, notamment à l'Expo City, donc ce centre de conférence. Rappelons que le président Andjrazouel figure parmi les invités spéciaux de l'événement, a inauguré le pavillon de Madagascar samedi 3 décembre dernier lors de la COP28 à Dubaï. Après cette édition, aura lieu une réunion dite post-COP pour évaluer les efforts de la délégation malgache à Dubaï afin de pouvoir ventiler et revoir le financement total reçu par Madagascar pour lutter contre le changement climatique et la protection de l'environnement en général. La mise en place d'un registre social, l'importance du désenclavement numérique, le redressement de la Jirama et de Madagascar Airlines, tels ont été les axes prioritaires au cœur des discussions lors de la rencontre entre la directrice des opérations au sein de la Banque mondiale et certains membres du gouvernement jeudi dernier. Les détails dans ce reportage. 4 axes propriétaires ont été au cœur des discussions entre Ida Psoaraïri Diouf, directrice des opérations de la Banque mondiale, et certains membres du gouvernement jeudi dernier, à savoir le social, la télécommunication, la Jirama et Madagascar Airlines. Dans le volet social, la mise en place d'un registre social a été convenue par les deux parties. Ce registre permettra l'identification plus précise des bénéficiaires des transferts monétaires, assurant une distribution plus équitable des ressources et un soutien aux populations vulnérables.
Pour la télécommunication, les discussions ont souligné l'importance du désenclavement numérique pour faciliter les transferts numériques via mobile money. Cette initiative vise à élargir l'accès aux services financiers, contribuant ainsi à l'inclusion financière. Pour la Jirama, la Banque mondiale a mis en place un système de redressement de son système de gestion, visant à garantir une utilisation efficiente des ressources et à renforcer la viabilité des infrastructures. La directrice des opérations de la Banque mondiale a soutenu qu'une politique nationale de sécurité routière est nécessaire pour réduire les accidents de circulation. Lors de son passage à Madagascar, des présentations des réalisations des projets de coopération entre Madagascar et la Banque mondiale ont également eu lieu. À noter qu'elle a quitté le pays, satisfaite de la collaboration, dimanche dernier. Et en économie toujours, le nombre de touristes visitant le pays se rapproche des 190 000 jusqu'au mois de novembre, d'après les statistiques provisoires émanant du ministère de tutelle. Nombreux sont également les hôtels qui ont été créés cette année, toujours selon les explications. Fin de cette Mirai. Le nombre des touristes visitant Madagascar est en hausse de 47% par rapport à l'année précédente, selon les statistiques reçues jusqu'au mois de novembre. En effet, pour le mois de janvier à novembre 2022, le nombre de touristes était aux alentours de 100 000. Actuellement, durant la même période, ils sont de 190 000. L'existence des nombreuses offres, le passage des bateaux de croisière, sont à l'origine de cette hausse, d'après les explications de la directrice du cabinet du ministère, Diana Raswanev. Le nombre des opérateurs touristiques a également augmenté cette année et de nombreux hôtels ont été créés. Par ailleurs, les hôtels dans les sites touristiques ont enregistré un taux d'occupation de 100%, toujours selon les explications. Le ministère du Tourisme collabore également de près avec le ministère des Transports pour augmenter la fréquence des vols vers les endroits touristiques, surtout durant la haute saison. Une dizaine de ressortissants étrangers responsables d'exploitation illicite d'or dans la rivière Kamour ont été appréhendés et auditionnés pour enquête la fin de la semaine dernière après une descente effectuée par les responsables au sein du ministère des Mines et des Ressources stratégiques. Les détails. C'est la troisième fois que le ministère des Mines et des Ressources stratégiques reçoit une plainte concernant une exploitation illicite d'or dans la rivière Kamour, dans la commune de Marcourt, district de Maevatanan. En effet, la commune ne bénéficie pas des ristournes, se plaignent les responsables. Face à cette situation, une délégation du ministère des Mines et des Ressources stratégiques, conduite par le secrétaire général et le BAM de Maevatanan, est allée sur place et a pris en flagrant délit une dizaine de ressortissants étrangers qui utilisaient des gros engins d'exploitation. Les responsables du ministère et la police des mines les ont de suite arrêtés et les ont auditionnés. Ils ont ensuite envoyé leur dossier à la justice, explique le secrétaire général Razan Nirine Henri Delis. L'on attend la suite de cette affaire, le but étant de démanteler le réseau d'exportateurs illicites. Dans les actualités sociales, la vente des produits périmés est passible de sanctions d'après le ministère du Commerce. En effet, c'est durant la période de festivité que ces produits sont mis en vente sur le marché. Face à cette situation, les responsables auprès du ministère et les médecins avertissent les consommateurs car la consommation de ces produits peut entraîner la mort. Sai Sylvain, Sech Andjanab, Andenienne Martina. Certains marchands, sans scrupules, profitent des périodes de festivité pour vendre des produits périmés ou dont la date de péremption est proche. Cette date est visible sur les étiquettes et elle est définie par les scientifiques. En effet, la consommation des produits périmés peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et même entraîner à la mort, d'après le docteur Fidbarnien. Le ministère de l'Industrie et du Commerce n'est pas indifférent à cette situation et a pris des mesures pour faire des contrôles auprès des marchés depuis samedi dernier. Cela se poursuivra tous les jours.
Les marchands indélicats peuvent être punis par la loi. Les départements de ce ministère dans les provinces effectuent également des descentes dans les marchés. Par ailleurs, le ministère appelle tout un chacun à dénoncer les marchands auteurs de tels actes. Si la norme internationale est de 1 infirmier pour 400 personnes, pour le cas de Madagascar, un infirmier est en charge de 5000 personnes. Par ailleurs, nombreux se disent infirmiers et n'ont pourtant pas de diplôme y afférent. Le nouveau président de l'Ordre des infirmiers devrait avoir pour priorité le contrôle des infirmiers et de leur activité. Et concernant justement les élections du président de l'Ordre des infirmiers tenues la semaine dernière, le candidat John Love ou Jean-Aimé Boutsir mène à 40% d'après les résultats provisoires. En général, ce sont les églises et les entreprises qui louent les espaces et autres lieux de loisirs après les familles, d'après les enquêtes menées par nos journalistes Sai Sylvain et Sechan Janab auprès d'un espace qui se trouve à Massenjai. L'exploitation d'un espace de loisirs est devenue une activité prospère actuellement, mais eu égard à la concurrence, les offres devraient être améliorées. Reportage. Lors des fêtes et des vacances, le nombre de ceux qui fréquentent les espaces de loisirs est en hausse. C'est notamment le cas de ce lieu de détente qui se trouve à Massenjai. Pendant une année, au total, l'on estime que 75 000 visiteurs fréquentent ce lieu. On y trouve une piscine, des aires de jeu pour les enfants et diverses animations. Pour retenir la clientèle, les responsables cherchent de nouvelles animations et renouvellent les offres. D'ailleurs, la concurrence est rude selon les responsables. La persévérance est le secret de la réussite de cet espace qui a célébré ses 5 ans d'existence hier. En sport, les Ankwai de Madagascar, hommes et dames, se retrouvent à la 3e place après les matchs dans le cadre de l'Africa Cup 3 contre 3 qui s'est tenu au Caire en Égypte. Le week-end dernier, les Ankwai hommes ont été battus par le Nigeria, si l'Égypte a battu les Ankwai femmes. Les détails avec Malal Rakoutenirain. Lors des matchs de groupe, le Maroc était le premier adversaire des Ankwai, catégorie hommes. Lors de ce match, le Maroc a battu Madagascar par 16-13. Dans la catégorie féminine, les Ankwai ont battu le Maroc sur le score de 14-10. Lors de la 2e journée, les hommes ont battu le Kenya par 19-18, tandis que les dames ont battu le Bénin par 13-11. Lors du match de groupe, les hommes ont également battu le Bénin sur le score de 21-12. À l'issue de ces matchs, les Ankwai dames se sont trouvées à la tête du groupe B, mais se sont fait battre par le Kenya sur le score de 19-11. Pour résumer donc, lors de leurs 3 matchs, chacune des équipes malagasy a gagné 2 matchs sur 3. Pour la catégorie féminine, les Ankwai ont été battus en demi-finale par l'Égypte par 18-14. Toujours en demi-finale, mais cette fois-ci chez les hommes, Madagascar a été battu par le Nigeria sur le score de 17-15. Ainsi, les Ankwai hommes et dames se retrouvent tous deux à la 3e place de l'Africa Cup 3 contre 3 qui s'est tenue au Caire en Égypte. À l'international, des habitants de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, se rassemblent autour d'un cratère et aident des blessés à sortir des décombres après une frappe israélienne. France 24. Un énorme cratère, conséquence d'une frappe israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Plusieurs morts et des blessés que ces Gazaouis extraient des décombres. Depuis la reprise des combats vendredi, l'armée israélienne multiplie les raids aériens dans le sud de l'enclave palestinienne, la même où elle les avait justement appelés à chercher refuge. Depuis que l'armée d'occupation a entamé sa guerre agressive, elle répète sans arrêt qu'il existe des zones sûres dans le sud de Gaza et appelle les citoyens à s'y rendre. Il est devenu clair que c'était un plan prémédité et un piège tendu aux Gazaouis pour commettre encore plus de massacres envers notre peuple. Des civils désarmés et de nombreux déplacés du sud du territoire. Pour Israël, l'objectif est simple,
tuer un maximum de combattants et représentants du Hamas tout en préservant ses otages toujours détenus à Gaza. Ces images ont été diffusées par l'armée israélienne. Elles montreraient une frappe qui aurait permis d'éliminer un commandant du Hamas, Haitham Kouajari. Nous continuerons à poursuivre, localiser et éliminer chacun des commandants qui sèment la terreur dans les territoires qu'ils contrôlent. L'armée israélienne continue de bombarder le nord de l'enclave palestinienne. En témoignent ces images filmées depuis Sderot, en Israël, tout près de la frontière avec Gaza. Depuis le 7 octobre, la population gazaoui n'aura eu qu'une semaine de répit, entre le 24 novembre et le 1er décembre. Une semaine de trêve dans les combats entre Israël et le Hamas, durant laquelle des otages et des prisonniers ont été libérés, respectivement par le Hamas et les autorités israéliennes. D'après l'ONU, depuis le début de la guerre, plus de la moitié des habitations ont été détruites à Gaza. L'organisation ajoute que sur les 2 400 000 habitants, 1 800 000 ont été déplacés. Et puis un destroyer américain a abattu 3 drones emportant assistance dimanche à des navires commerciaux en mer Rouge visés par des attaques depuis le Yémen, a fait savoir Washington, qui a dénoncé une menace directe pour la sécurité maritime. France 24. L'attaque aurait duré près de 5 heures. Dimanche, les rebelles houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué 2 supposés navires israéliens en mer Rouge. Les navires ont été ciblés après avoir refusé d'obtempérer à des messages d'avertissement de la part des forces navales yéménites. Les forces armées yéménites continueront d'empêcher les navires israéliens de naviguer en mer Rouge et en mer d'Arabie jusqu'à ce que cesse l'agression israélienne contre nos frères dans la bande de Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne a nié tout lien avec Israël. Selon lui, un navire a été gravement endommagé et un autre aurait été légèrement touché. De son côté, l'armée américaine a déclaré avoir abattu plusieurs drones en mer Rouge où se trouvait un navire américain. Selon les États-Unis, il y a eu 4 attaques contre 3 navires commerciaux ce dimanche. Le navire américain n'a pas été touché, et l'armée a dit ne pas être en mesure d'affirmer si l'USS Carney était l'une des cibles. Les Houthis, eux, n'avaient pas mentionné de navire américain. Depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza, les rebelles ont revendiqué plusieurs attaques contre Israël. Ce week-end, des combattants ont défilé dans la capitale Sanaa, tenue par les rebelles, une démonstration de soutien à la population de Gaza. Depuis le Yémen, depuis Sanaa, nous venons avec une armée de fidèles. Une armée qui porte la foi. Vous ne possédez pas la même force de volonté que nous. Et nous vous soutiendrons, nos frères palestiniens. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous nous battrons à vos côtés. Il y a environ 2 semaines, les rebelles se sont emparés du navire marchand Galaxy Leader. Les autorités israéliennes ont encore une fois nié toute connexion à Israël. Mais d'après plusieurs médias, le navire serait au moins en partie détenu par un homme d'affaires israélien. Pour terminer, les électeurs du Venezuela ont plébiscité dimanche une intégration à leur pays de la région riche en pétrole de l'Essequibo lors d'un référendum consultatif organisé par Caracas pour légitimer ses prétentions sur ce territoire qu'il dispute Guaña. France 24. Ce référendum consultatif n'aura pas déplacé les foules, mais son résultat est sans appel. Le oui l'emporte très largement. Ces électeurs étaient invités à donner leur avis sur l'intégration de l'Essequibo au Venezuela, un territoire riche en pétrole qui appartient au Guyana, mais que Caracas revendique. Nous devons d'abord aller voter et ensuite nous battre pour ce qui nous appartient. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je sais que cela fait de nombreuses années que nous nous battons pour ce territoire. À Caracas, le président Nicolas Maduro s'est lui aussi rendu aux urnes, s'affichant même avec une carte du Venezuela comprenant l'Essequibo sur le dos. Ce territoire de 160 000 km² représente plus des 2 tiers du Guyana, et ce depuis 1899, date à laquelle la frontière entre le Venezuela et le Guyana a été entérinée par une cour d'arbitrage. Caracas, de son côté, se réfère à l'année 1777, à l'époque de l'Empire espagnol. L'Essequibo faisait alors partie du territoire vénézuélien. Malgré ce référendum,
le président guyanien a voulu se montrer rassurant envers sa population. Je tiens à assurer aux Guyaniens qu'il n'y a rien à craindre dans les heures, les jours et les mois à venir. Bien sûr, notre vigilance sera renforcée, mais nous travaillons 24 heures sur 24 pour faire en sorte que nos frontières restent intactes et que la population et notre pays restent en sécurité. Au Guyana, la population s'est mobilisée ce dimanche pour montrer son attachement à l'Essequibo. Des milliers de personnes ont même manifesté et formé une chaîne humaine à Georgetown. Depuis Dubaï pour la COP28, le président brésilien Lula, dont le pays partage une frontière avec le Venezuela et le Guyana, a affirmé qu'il espérait que le bon sens allait prévaloir à l'issue du référendum. Mesdames et messieurs, c'était les points essentiels de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée sur Viva.